Mais notre héros ne perd pas une seconde et riposte, hache à la main. Son coup atteint sa cible en plein cœur, et la bête n'a même pas le temps de réagir. Projeté au loin par l'impact, la créature alerte les autres. Il remarque alors que sa vision est floue, ce qui rend difficile de viser correctement. Saisissant l'opportunité, 2 autres loups se ruent sur lui. Notre héros empoigne rapidement son épée, prêt pour le prochain round. Un loup le mord au bras, mais il ignore la douleur et attaque l'autre sans pitié. Malgré son désavantage, il se bat de toutes ses forces. N'ayant pas d'autre choix, il assène un coup de poing en plein visage d'un loup. Puis, il saisit la bête par la gueule et l'immobilise grâce à sa force incroyable. Dans un grognement d'effort, il se prépare à utiliser le loup comme une arme. Déterminé, il se concentre sur la nécessité d'en finir rapidement. D'un mouvement vif, il projette le loup sur le reste de la meute. La bête qu'il lance heurte l'un de ses congénères de plein fouet. Après l'attaque, il se retourne, l'air épuisé. Dans la confusion, un autre loup est mis hors de combat. Malgré ses efforts, notre héros reste debout, encerclé par les loups restants. Mais la meute n'est pas intimidée et se prépare à attaquer de nouveau. Il comprend que les bêtes sont intelligentes et qu'il ne tiendra pas longtemps. Soudain, il se retourne et crie à quelqu'un de rester en arrière. C'est le marchand Duncan qui tente d'effrayer les loups avec des torchets de fortune. N'ayant pas d'autre solution, notre héros décide de boire le sang du démon. Bien que ce soit du poison, la bête perçoit ses intentions et se met immédiatement en alerte. Sans hésiter, il renverse la fiole et boit le liquide sombre. Aussitôt après, il jette la fiole vide au sol avec une force colossale. Une aura rouge l'enveloppe tandis qu'il se prépare au combat. Sentant le danger, les murs commencent à reculer. Effrayé par sa puissance, ses yeux s'embrassent d'un rouge intense, révélant une fureur dévastatrice. Avec une vitesse fulgurante, il se jette sur le premier loup qu'il aperçoit. Pendant ce temps, Duncan lutte pour repousser les autres bêtes à l'aide du feu. Cependant, un loup ignore les flammes et fonce droit sur le marchand terrifié, complètement désemparé. Juste à temps, l'épée de notre héros abat la bête avant qu'elle n'atteigne Duncan. Transformé, il lance un assaut brutal sur toute la meute. Il croit que le pouvoir du berserk grandit à chaque goutte de sang qu'il consomme. Cette fois, il fait face à 2 bêtes énormes aux yeux rougeoyants. Notre héros se prépare à la prochaine attaque. Comprenant que le sang du démon a décuplé son agilité, il se souvient du démon rapide qu'il a affronté auparavant. Témoin de sa nouvelle puissance, les loups restants prennent la fuite, terrorisés. Duncan crie que les bêtes battent en retraite, mais notre protagoniste presse qu'il se trame quelque chose d'autre. Soudain, une patte gigantesque s'abat violemment sur le sol, surprenant les 2 hommes. Notre héros reste imperturbable tandis que le marchand se recroqueville derrière lui, terrifié. Surgissant des ténèbres, un loup blanc gigantesque, le visage balafré de cicatrices, apparaît. Duncan prévient que cette bête est inhabituelle et 2 fois plus grande que les autres. Notre héros la reconnaît, c'est le chef de la meute. Et pour couronner le tout, les effets de son pouvoir commencent déjà à s'estomper. Il charge le loup colossal, mais la créature est d'une force incroyable. Notre héros s'interroge sur la nature du pouvoir de la bête. Celle-ci l'écrase de tout son poids et, malgré ses efforts pour se défendre, la pression est insoutenable. Notre protagoniste se met alors à tousser violemment. Il chancelle en arrière, une douleur aiguë lui transperçant la poitrine. Duncan, paniqué, accourt à ses côtés et lui demande s'il va bien. Le marchand lui crie de se réveiller. Le loup est toujours juste devant eux. La blessure infligée par la lance du paladin se rouvre et il hurle de douleur. Duncan serre notre héros contre lui tandis que le loup géant s'apprête à frapper. Mais comme ignore la bête élève les yeux au ciel, laissant le marchand perplexe. Soudain, notre protagoniste semble comprendre quelque chose d'important. Les yeux brillants, il déclare que le moment est enfin arrivé. C'est une nuit de nouvelle lune, lorsque le ciel est plongé dans l'obscurité la plus totale. Alors, notre héros plante son épée dans le sol et se concentre. Il se met à prier Atala, le maître invaincu de toutes les armes, implorant que sa soif de combat soit étanchée par le sang de ses ennemis. Il déclare alors se débarrasser de son nom ensanglanté gravé sur la lame. Une lumière dorée intense émane de l'épée plantée dans le sol. Le grand loup, surpris, recule un instant, ébloui par cette lueur. Duncan, lui aussi sous le choc, ne comprend pas ce qui se passe. Une flamme dorée enveloppe l'épée, et une question plane dans l'air.
Notre héros se souvient d'avoir ressenti cette résonance dans sa vie antérieure et, le regard déterminé, révèle que le nom de l'épée est Mosquito. Il empoigne alors son arme, désormais imprégnée de puissance. Le feu sur la lame s'intensifie et une lueur rouge apparaît, formant un symbole mystérieux en son centre. C'est sa caractéristique unique, celui qui se débarrasse de son nom. Le chef de la meute se jette alors sur Kadam, et Duncan hurle un avertissement avant d'arracher son épée du sol et de trancher la gorge du loup. Le loup atterrit, prêt pour le deuxième round. Une fenêtre d'état apparaît, affichant l'effet spécial qui s'active, une brume rouge commence à émaner de la lame. Il s'agit du vol de vie, et une petite partie de sa santé est restaurée. Ses blessures sont également partiellement guéries, la large cicatrice sur sa poitrine commençant à s'estomper. Il dit qu'il peut enfin respirer à nouveau. Le boss grogne, du sang coulant de son cou, et il déclare que ce n'est pas suffisant. Ils doivent recommencer. Le reste du combat n'est pas montré, seulement le loup enfonçant son épée dans le crâne du loup, de part en part. Naturellement, le vol de vie s'active une fois de plus, lui rendant sa santé jusqu'à ce que la cicatrice soit complètement guérie. Il admet qu'il ne s'attendait pas à cela, mais il s'avère que l'arrivée de ces loups était une véritable bénédiction. Il a également tué le reste de la meute. Ils ont dû l'attaquer par surprise pendant qu'ils combattaient leur chef. Il regarde l'épée, disant qu'il ne peut pas lire les caractères anciens, mais devine que cela signifie probablement « moustique ». Le vol de vie est un effet spécial qui restaure sa santé à chaque fois qu'il inflige des dégâts à un ennemi. Cependant, la qualité de l'arme est faible, son efficacité est donc médiocre. Pour se remettre complètement de son état, il lui faudrait massacrer des dizaines de monstres, et même alors, ce serait inutile contre des ennemis sans sang, calcule-t-il, ajoutant « ça suffit pour l'instant ». Pouvoir imprégner l'épée d'un effet spécial sans utiliser de matériaux est un avantage considérable. De plus, ce n'est pas un avantage ponctuel. Une fois les conditions remplies, il pourra obtenir des armes avec de nouveaux effets spéciaux. Vouloir trop vite dès le départ ne peut que causer des problèmes, une leçon qu'il a déjà apprise à ses dépens. Duncan jette un coup d'œil derrière un arbre et demande si c'est enfin terminé. Il avance lentement, regardant le chef de la meute et disant qu'il est content qu'il soit mort. Constatant que le reste de la meute semblait également mort, il se souvint que Kadam était visiblement à bout de force quelques instants auparavant, et qu'il aurait été étrange qu'il s'effondre, mais qu'à présent il paraissait en pleine forme. Il fit remarquer que ce n'étaient pas seulement les morsures qui avaient guéri, mais même la blessure infligée par le paladin avait disparu, et demanda comment cela avait été possible. Kadam se demanda alors pourquoi Duncan n'avait pas fui. Duncan parut perplexe et Kadam expliqua que face à la meute de loups, si Duncan l'avait abandonné blessé et avait pris la fuite, il ne l'aurait jamais rattrapé. Duncan réfléchit et commença à comprendre que Kadam avait raison. S'interrogeant sur les raisons de son inaction, Kadam éluda la question en riant, affirmant que même s'il avait essayé, les loups l'auraient traqué et dévoré. Pourtant, Duncan ne semblait pas avoir renoncé à fuir. Duncan insista sur le fait que ce n'était pas le cas, mais se demanda pourquoi il n'avait pas envisagé de s'enfuir. Il suppose qu'il était tellement préoccupé par la blessure de Kadam qu'il n'a pensé à rien d'autre. Kadam lui dit de veiller car il est épuisé et a besoin de dormir. Duncan répond d'un ton ferme, « Oui, monsieur ». Kadam le prévient que s'il envisage de s'enfuir pendant son sommeil, il ferait mieux de courir jusqu'au bout du monde pour que Kadam ne le retrouve jamais. Et s'il le retrouve, il s'arrachera les entrailles par le dos et en fera une corde. Duncan se demande si Kadam plaisante, mais il suppose qu'il est sérieux. Il s'assoit alors près du feu de camp et pleure pendant que Kadam se repose. Le lendemain, alors qu'ils reprennent leur route, Kadam demande combien de temps cela prendra. Duncan lui dit qu'il faudra encore une dizaine de jours de marche pour atteindre le territoire. L'Empire occupe une grande partie du sud, ils doivent donc aller plus loin que la région centrale avant d'apercevoir la frontière. Kadam demande s'ils pourront la traverser sans problème car il préférerait ne pas croiser d'autres paladins. Duncan le rassure, cela ne devrait pas poser de problème, car il a délibérément choisi un itinéraire peu fréquenté. Il pourrait croiser des bandits plutôt que des paladins. Mais pour quelqu'un comme lui, les bandits ne représentent guère de menace. Franchement, rien ne l'arrêtera. Il lui indique qu'il y a un petit château nommé Morton sur la route, où ils pourront se ravitailler. Le territoire de l'Alliance est plus petit que celui des Empires, mais le commerce y est florissant, et les routes sont donc bien entretenues s'ils prennent le raccourci. La route principale, la route d'or, apparaîtra bientôt. De là, ils pourront se rendre directement à Vestana sans encombre.
Kadam confirme que la route s'étend bien jusqu'à la ville côtière à l'est, qui est sa destination. Le voyage ne sera pas facile, mais il est bien meilleur qu'avant. Il y a 300 ans, l'est du continent était un champ de bataille où de nombreux petits royaumes, duchés et cités-États s'affrontaient pour la domination. L'exclusivité était de mise et personne n'accueillait les étrangers à bras ouverts, surtout pas un barbare géant dont le potentiel destructeur était inconnu. Mélissa le regarda comme un insecte la première fois qu'elle le vit. De plus, c'est compréhensible pour une jeune mage qui avait passé toute sa vie à étudier. Qu'un barbare lui propose soudainement de voyager ensemble devait lui paraître bizarre. Elle prenait des notes à son sujet dans son carnet, spéculant qu'il était peut-être à moitié ogre, qu'il essayait peut-être de la faire venir en fumée, et bien d'autres choses encore. Mais il trouvait ça mignon et innocent, et souriait en se remémorant ce souvenir. Duncan dit qu'aujourd'hui, l'Alliance des cités libres est devenue un endroit où les gens sont moins regardants sur les personnes comme lui. Il n'a pas à s'en soucier. Soudain, il entend des cris au loin. Levant les yeux, il aperçoit deux groupes qui se disputent. Kadam demande à Duncan ce qu'il en pense. Duncan répond, à en juger par leurs vêtements, on dirait des bandits. Ceux qui les réprimandent semblent appartenir à un autre groupe. Il n'est pas certain de ce qui se passe. Il dit qu'il ne faut pas s'en mêler et suggère de faire un détour. Soudain, l'un des hommes les repère et les désigne du doigt. Kadam s'exclame, c'est embêtant. Tandis qu'ils accourent, il dégaine ses deux armes, prêt à se battre. En courant, il lève les yeux au moment précis où les yeux d'un homme se mettent à briller d'or. Il retire ses mains et, avec son compagnon, ordonne aux autres de regarder. Il leur annonce que le corps furieux d'Aegon va se déchaîner et qu'il ferait mieux de l'affronter maintenant, puisqu'il est là, en chair et en os. Voyant les autres s'enfuir, ils se mettent à rire d'eux. Kadam demande ce qui vient de se passer, mais il l'ignore. Il insiste, il ne posera la question qu'une dernière fois. Curieux de savoir ce qui s'est passé, il s'excuse, le remercie de son aide et le traite à nouveau de « corne enragé d'Aegon ». Kadam soupire, affirmant qu'il n'est pas cette chose et qu'il n'a aucune intention de les aider. Ils ont encore un long chemin à parcourir, alors foutez le camp. Perplexe, il lui demande s'il n'est vraiment pas la corne enragée d'Aegon. Ils échangent des regards vides. Puis, ils dégainent leurs lames et demandent qui est celui qui apparaît soudainement et les déconcerte. Et si c'est un inconnu, il mérite de mourir. Duncan se demande s'ils ont perdu la tête. Au moment où les hommes réalisent que Kadam n'est pas celui qu'ils croyaient, leur attitude change du tout au tout. Kadam observe leurs expressions se transformer et comprend immédiatement leurs intentions. Ils sont en supériorité numérique, alors ils pensent avoir l'avantage. L'un d'eux désigne quelqu'un au fond, derrière Kadam. Qui est-ce qui se cache là-bas? Un porteur? Leur regard se pose immédiatement sur le sac de Duncan. Ce sac est ridiculement énorme. Tu as quelque chose de précieux là-dedans? L'homme chauve aboie. Viens ici que je vois ce sac. Duncan sursaute lorsque l'homme s'approche, insistant, je ne te mangerai pas, j'ai dit, viens ici. Kadam reste silencieux, les fixant sans réagir. L'homme chauve claque la langue et les pointe du doigt d'un air accusateur. Et, mon pote, tu me déprimes à faire comme ça, à surgir de nulle part et à semer la confusion. Il prétend que c'est à cause de Kadam qu'ils ont dû se battre contre ces types sans renfort et que Kadam devrait offrir une compensation financière. Kadam ne répond pas et l'homme ricane. Tu ne veux pas que je fouille dans tes poches? C'est ça? Puis, soudain, il propose une solution. Kadam devrait aller s'occuper de l'autre groupe qu'ils ont vu plus tôt en se faisant passer pour la corne furieuse d'Aegon. Les hommes hochent la tête entre eux, comme si c'était une idée géniale. Il lui donne même des instructions sur ce qu'il doit dire, en le répétant fièrement à haute voix. Je suis le corps enragé d'Aegon. Je suis un barbare surpuissant. Le chauve rit et lui dit de crier ce genre de choses de temps en temps pendant les combats, car de toute façon, personne ne saura si c'est vrai ou pas. Et pour couronner le tout, il ajoute la véritable exigence, ils prendront le sac de Kadam en guise de paiement. Il incline la tête en souriant et dit, si Kadam n'était pas arrivé, rien ne se serait passé comme ça, pas vrai. Puis il enfonce le clou avec des propos grossiers sur la responsabilité. Comme Kadam continue de le dominer en silence, le chauve lève les yeux et ricane. Ne me dis pas que tu n'es pas une femme qui te ressemble, hein? Il fait aussitôt mine de se rétracter. Alors, que dois-je faire pour justifier mon impolitesse? Et il conclut par une excuse moqueuse. C'est la première fois qu'il voit un barbare,
et il ne sait pas distinguer les mâles des femelles. Les hommes éclatent de rire et se moquent ouvertement de lui. L'un d'eux ricane en disant qu'il a l'air sur le point de pleurer, tandis qu'un autre rit et dit qu'il est resté muet de peur. En voyant cela, Duncan commence à s'inquiéter. Comme qu'Adam ne réagit pas, il comprend que la situation ne fait qu'empirer. Il se demande si qu'Adam se retient pour éviter de se retrouver mêlé aux bandits. Le chauve prend sa décision. Il s'avance et déclare que c'est décidé. Puisqu'ils sont désormais partenaires, ils devraient au moins se présenter. Avec un sourire narquois, il demande le nom de qu'Adam, l'appelant « mon pote barbare ». Qu'Adam finit par répondre. Il dit qu'il leur donnera volontiers son nom. L'instant d'après, son corps bouge. Un éclair fend l'air et la tête du chauve est tranchée net. Elle heurte le sol et roule, son visage figé par la confusion. Pendant un moment, personne ne comprend ce qui vient de se passer. Puis la panique éclate. Un des hommes hurle d'horreur que sa tête a été coupée. Un autre crie qu'il est vraiment mort. Duncan expire difficilement, pensant que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Avant que quiconque puisse réagir, un des bandits survivants se jette en avant, furieux, hurlant que qu'Adam ignore à qui il s'est attaqué et menaçant de ne pas s'en sortir vivant. Qu'Adam l'affronte de front. Tandis que les lames s'entrechoquent, il parle calmement. Il leur dit s'appeler Cam. L'homme se fige lorsque l'épée de qu'Adam se referme, le sang tachant la lame. Qu'Adam poursuit, d'une voix posée et froide. Il se proclame le grand guerrier d'Atala. Un papillon se pose délicatement sur le manche de la hache plantée dans le sol. Soudain, une main se referme sur le manche, projetant le papillon au loin. L'instant d'après, du sang gicle sur le sol tandis qu'un autre corps s'effondre. Le dernier des bandits tombe et le silence retombe sur la route. Qu'Adam baisse les yeux sur la hache qu'il tient à la main et l'examine calmement. Il marmonne qu'elle est en mauvais état, le tranchant est ébréché et l'articulation est branlante et cliquetante. Il le secoue une fois, écoute le son, puis conclut qu'il n'était de toute façon pas destiné au combat. Malgré tout, il a assez bien résisté. Il se dit qu'il devrait chercher une hache convenable une fois qu'ils s'arrêteront près d'un château. Derrière lui, le dernier homme est figé, à bout de souffle. Ses mains tremblent tandis qu'il fixe les corps éparpillés au sol. Incrédule, il demande s'ils sont vraiment tous morts. Qu'Adam tourne légèrement la tête, le confirmant d'un regard. Soudain, l'homme panique. Un cri perçant lui échappe alors qu'il se retourne brusquement et tente de s'enfuir. Son pied glisse et il s'écrase le visage contre terre, gémissant de douleur. Qu'Adam s'avance calmement et parle sans émotion. Il lui dit que c'est bon. Il n'a plus à craindre de se fouler les chevilles. Il ajoute qu'il n'a plus besoin de ressortir sa hache. Puis il l'avertit sans détour. S'il ne veut pas avoir la colonne vertébrale brisée, il a intérêt à répondre à toutes les questions de qu'Adam. La terreur envahit le visage de l'homme. Il hurle tandis que qu'Adam se dresse au-dessus de lui. La pression seule suffit à lui briser la voix. Qu'Adam demande si ces hommes étaient des bandits et s'ils avaient un lien avec les deux qui se sont enfuis plus tôt. Il pose ensuite une autre question, qui est exactement le corps furieux d'Aegon? Le bandit se fige, déglutissant difficilement. Duncan s'approche. Il explique qu'Aegon est une ville située au centre du continent. Il poursuit, Aegon appartient à l'Alliance. À ces mots, qu'Adam plisse légèrement les yeux, surpris. Duncan explique qu'Aegon possède la plus grande arène du continent. Un lieu grouillant de mercenaires, de gladiateurs et de vagabonds en quête de richesse et d'honneur. L'image d'une immense arène, emplie d'une foule en délire, se forme dans son esprit. Il ajoute ensuite que le corps rugissant d'Aegon est celui d'un mercenaire barbare légendaire qui a remporté le championnat à plusieurs reprises. Qu'Adam assimile l'explication en silence. Il se demande si ces hommes l'ont vraiment pris pour lui. Après une brève pause, Duncan répond à sa question. Oui, probablement. Duncan hésite et ajoute que quelque chose lui paraît étrange. Quelqu'un d'aussi célèbre ne serait pas si inaccessible que même le maire d'une grande ville ne puisse le rencontrer. Même s'il avait déjà fait fortune, il n'aurait aucune raison de venir jusqu'ici. L'homme à terre s'écrie soudain, paniqué, votre chef vient de l'arène. Il hurle que leur chef prétendait être le meilleur ami du corps d'Aegon depuis toujours. Il insiste, si leur chef avait demandé de l'aide, cet homme aurait tout laissé tomber et serait accouru sur le champ. Serrant les dents, il hurle qu'ils n'ont plus qu'à attendre l'arrivée du corps d'Aegon. Qu'Adam enfonce son pied dans le vide tandis qu'il déclare qu'ils sont condamnés.
le bandit grimace et marmonne que tout cela est forcément l'œuvre du gang du Marteau Noir. Il explique que cette zone était autrefois le territoire du gang de la Grotte de Sang, mais qu'un jour, ils ont été submergés par le nombre. C'est pourquoi leur chef a répandu la rumeur du corps d'Agon. Duncan, implorant son aide, se tourne vers le bandit et lui avoue sans embâche qu'il s'est fait avoir. L'homme à terre se fige, désorienté, et marmonne, incrédule. Duncan lui fait remarquer que s'ils étaient vraiment proches d'Agon, il ne les aurait jamais laissés pourrir comme des bandits dans un endroit pareil. Il aurait pu simplement leur donner quelques lingots d'or et les aider à ouvrir une vraie boutique en ville. La vérité éclate sur le visage du bandit. Sa respiration devient saccadée, il refuse d'y croire. Kadam l'observe calmement et se dit que, quelles que soient les circonstances, il a tué plusieurs des leurs, alors ils ne laisseront pas passer ça. Mieux vaut frapper le premier que d'être traqué. Et comme ce sont des bandits, il peut prendre leurs provisions sans remords. Il serre la hache à sa ceinture. Se disant que s'il peut récupérer une arme utilisable au passage, tant mieux. Sa décision prise, Kadam regarde l'homme tremblant et lui donne un ordre clair. Il lui ordonne de nettoyer les lieux et de les conduire à leur repère. L'homme à terre lève les yeux, paniqué. Demandant à Kadam ce qu'il veut dire, il balbutie qu'il ne peut pas, la voix tremblante. Kadam s'abat brutalement et la douleur lui arrache un cri. Incapable de supporter la douleur, il crie qu'il comprend et le supplie d'arrêter. Bientôt, ils arrivent à une grotte cachée à flanc de colline, le repère de la bande de la grotte sanglante. Deux hommes montent la garde à l'entrée, près d'une torche. Plus loin, une autre pièce s'ouvre, éclairée par un feu, où un homme est allongé sur un trône rudimentaire taillé dans la pierre. L'homme se redresse et se présente. Il prétend s'appeler Graham, le chef de la bande de la Grotte de Sang. Il se vante d'être aussi proche que son frère de la célèbre corne déchaînée d'Agon et d'avoir acquis une grande renommée dans la prestigieuse arène d'Agon. Avec une fierté farouche, il se proclame gladiateur fier et courageux. Puis son visage se crispe et il explose. Il hurle que le corps d'Agon ignore jusqu'à l'existence d'un homme comme lui. Se prenant la tête entre les mains, frustré, il avoue la vérité. Il n'était rien de plus qu'un gladiateur médiocre, retraité avec un palmarès pitoyable d'une victoire et 4 défaites. Soupirant longuement, Graham admet avoir menti sur l'envoi d'un messager, harcelé sans cesse par ses subordonnés. Même s'il en avait réellement envoyé un, le corps d'Agon n'aurait jamais pu arriver. Il marmonne amèrement, se demandant où tout a dérapé. Le regard baissé, Graham déclare qu'il voulait simplement vivre une vie simple avec ces imbéciles qu'il avait rassemblés. Que des gens croient à ces mensonges répétés sans cesse, survivant grâce au banditisme dans cette région reculée, aurait dû lui suffire. Les yeux de Graham brûlent de colère tandis qu'il gronde que tout cela est la faute du gang du Marteau Noir. Il les maudit, disant qu'ils auraient dû se contenter de garder la frontière au lieu de s'infiltrer dans cette zone. Dans son amertume, il marmonne que si le corps furieux d'Agon était vraiment venu à son secours, il n'aurait plus rien souhaité. Soudain, une voix résonne à l'entrée de la grotte, le corps furieux d'Agon est arrivé. L'humeur de Graham bascule instantanément. Il se redresse, l'excitation illuminant son visage, et répète le nom avec empressement. Convaincu que le légendaire barbare est enfin apparu, il le proclame haut et fort, le corps furieux d'Agon est là. Avant que quiconque puisse réagir, un de ses hommes hurle au chef de le sauver. Graham se retourne, perplexe, et lui demande ce qu'il entend par « sauver ». Sa question est interrompue par un cri soudain qui résonne dans la grotte. Surgissant des ténèbres, une silhouette s'avance. Du sang dégouline sur le sol de pierre tandis que Katam émerge, traînant un corps derrière lui. La lumière de la torche révèle sa carrure imposante, sa peau balafrée et la silhouette indubitable d'un guerrier barbare qui avance sans hésiter. Graham reste bouche bée. Ses yeux s'écarquillent sous le spectacle, cette tenue barbare, ce physique imposant. Sa voix tremble tandis qu'il se demande à voix haute si c'est bien lui. Kadam lève légèrement sa hache et devine sa pensée, le corps d'Agon, rugissant. Puis, d'un ton désinvolte, il les salue et pointe sa lame vers l'avant. Il pose une simple question, Graham est-il le chef? Graham reste muet. La bouche grande ouverte, il fixe l'homme qui se tient devant lui. Finalement, bouleversé, il parvient à murmurer un seul mot, demandant qui est cet homme.